Franck Giscard, bonjour. Bonjour. On va parler statut social du dirigeant et on va poser la question qui intéresse tout le monde, tous les dirigeants d'entreprise. Quel est le meilleur statut? Est-ce qu'il faut privilégier le statut de TNS ou d'assimilé salarié? Alors chaque cas mérite une étude particulière, bien sûr, mais en tous les cas, dans les grandes lignes, ce qu'on peut dire, c'est que si on raisonne protection sociale et pouvoir d'achat, le statut de TNS l'emportera systématiquement sur le statut d'assimilé salarié, parce que l'écart de charge entre les deux statuts reste tellement considérable encore aujourd'hui que cet écart permet de reconstruire la protection sociale telle que s'il était sur un statut de salarié. Donc, partant de ce principe-là, oui, le statut de TNS reste encore le meilleur statut aujourd'hui. Oui. Il n'y a pas débat. Alors justement, en termes de couverture, on a dit voilà, des cotisations bien moindres en TNS pour une couverture identique. Est-ce qu'il ne reste pas certains postes quand même, en tant qu'assimilé salarié, où on est gagnant? Oui, c'est vrai que si on raisonne à coût identique pour l'entreprise, protection sociale identique, on peut faire toutes les simulations du monde, on va toujours aboutir sur le fait que le statut de TNS reste le meilleur statut. Ouais. Cela dit, il y a quand même un poste sur lequel il faut rester vigilant, c'est qu'entre le statut d'assimilé salarié et de non-salarié, il y a une prestation qui n'existe pas pour le TNS, qui est l'accident du travail et la maladie professionnelle, mais ça peut être très facilement réglé, puisque dans ce cadre-là, le dirigeant peut très bien s'assurer volontairement pour l'ATMP, l'accident du travail, maladie professionnelle, pour un coût dérisoire. Et donc, en tous les cas, c'est un conseil à donner dans ce cadre-là. Ouais, à pas oublier, parce que ça ne coûte rien, et ça rééquilibre du coup impeccablement la protection sociale du TNS face à celui d'assimilé salarié. Là. Autre question qui se pose, certains dirigeants veulent privilégier, quand ils arbitrent en termes de stratégie de rémunération, entre dividendes et rémunération, ils veulent privilégier les dividendes. Est-ce que là aussi, le statut de TNS, dans ce cas, est aussi favorable? Alors toujours pareil, sauf cas particulier, extrêmement particulier, quoi, mais ce serait l'exception à la règle. Encore une fois, on peut faire toutes les simulations du monde, même sur des niveaux de distribution de dividendes extrêmement fortes par rapport à la REM. Le statut TNS l'emporte tout simplement parce que l'écart de charge sur la partie rémunération reste à l'avantage du TNS. Et la flat tax d'ailleurs, ou le prélèvement forfaitaire unique, qui est passé par là avec la loi de finances de 2018, a accru encore plus l'avantage par rapport au statut du TNS, puisque sur les calculs que l'on fait, si on part du principe que le PFU pour le TNS n'embarque que la partie fiscale, donc les 12,80, il ne paie pas les 17,2 de social, puisqu'il paie ses charges sociales, lui, sur ses dividendes. Si on part de ce postulat-là, sur la partie dividende, en rendement, on est pratiquement à l'équilibre entre être, on va dire, salarié ou non salarié, donc dividende chargé socialement ou pas. Par contre, on aura toujours cet écart de charge favorable sur la partie REM. Et donc, même si on fait varier les curseurs entre REM et dividende, le statut de TNS l'emportera de toute façon, quoi qu'il en soit. Après, il faut quand même rester précautionneux sur cette histoire, parce que le choix du statut peut être dépassé d'un point de vue des calculs, en fonction de la trajectoire de carrière du client, en fonction de sa rémunération, de son âge. Un client qui aurait été salarié des années, ça s'étudie quand même. Oui, tout à fait, ou même par rapport à son état de santé. Donc on est tous différents, et donc chacun mérite de toute façon une étude particulière par rapport à ça. Franck Giscard, merci beaucoup. Avec plaisir.